Ainsi, on va aller du côté de l'île Sœur. On va voir un petit peu comment ça se passe autour du Wakashio pour voir un petit peu quelles sont les décisions qui ont été prises par le gouvernement mauricien concernant donc le devenir de ce bateau qui est déjà aujourd'hui disloqué. On est dans Cosmo Réunionnais. Krishna Saou, bonsoir. Bonsoir. Alors, on sait que la décision de couler la première partie du bateau a été prise. Oui. Contre l'avis des écologistes et l'avis également de l'émissaire français. Oui. Pour la deuxième partie, on sait comment ça va se passer. Dans un premier temps, on a lancé des appels d'offres pour remorquer la partie, la proue, qui est ensablée sur le récif. Et donc, ça, on va le remorquer. Et donc, concernant la partie qu'on a coulée, c'est-à-dire les cales, on a suivi les indications des experts japonais, le propriétaire, et on a fait en sorte qu'on a vidé vraiment complètement tout le fuel qu'il y avait. Et également l'huile. Également l'huile, et diesel ou tous les déchets qu'il pouvait avoir. Et on a aussi décidé que le matériau, le métal en question ne posait pas un trouble à l'environnement. On a aussi, parce que c'était le grand souci des écologistes, que dans les parages, il y a des baleines qui se reproduisent et ça va peut-être les affecter. Donc on a aussi fait en sorte que cela soit préservé. Et après avoir pris toutes les précautions, ils ont décidé de couler le bateau à 2000 mètres du récif, de la coque, enfin de la ligne de base, comme on dit, le récif. Et donc c'est entre 13 miles nautiques, et c'est légèrement en dehors de le libre passage inoffensif, ou c'est dans les mers territoriales mauriciennes en tout cas. La question, c'est les écologistes ont dénoncé une précipitation justement dans cette prise de décision. Est-ce qu'il y a eu une explication du gouvernement mauricien à ça? Et ils disent que les Mauriciens ont été trop vite dans la prise de décision. Oui, mais ça, c'est les contradicteurs. C'est l'opposition, c'est politique. Il y a plusieurs paramètres qu'on aura du mal à vraiment cerner. Qu'est-ce que ces écologistes j'ai vu sur les vidéos, il y a des écologistes qui viennent en voiture 4x4 et jettent la barquette par terre. Bon, il faut prendre la bonne mesure. Et même Monsieur Béranger s'est posé la question, pourquoi avoir décidé aussi vite? Oui, Monsieur Béranger, il est assis dans son salon, il fait politique de son salon. À son âge, je ne sais même pas s'il a été faire une petite visite. Donc il faut mettre ça dans une certaine perspective. Maintenant, les écologistes qui ont parlé de la baleine et tout ça, donc ça a été traité. Et il faut dire, et c'est là où peut-être Monsieur Lecornu, le ministre français, était mal renseigné parce il est venu que pour 4 jours, on peut l'excuser. C'est des cales vides. Il y a rien, c'est la partie où il y a rien. Il y a encore du fuel sur la partie avant qui est sur le récif. Mais il y avait 9 cales dans ce truc. Et donc tous ces cales ont été vidés complètement. Donc le vraquier aujourd'hui, on sait qu'il y a donc une partie va être sabordée. Oui. L'autre partie qui est sur le récif et un peu ensablée, est-ce qu'il faudra vider les cales d'abord, je suppose? Ouais, d'abord il faudra vider les cales où il y a encore d'essence et diesel, et il faudra aussi prendre un peu plus de temps parce que c'est une question de mauvais temps. Monsieur Béranger, il est assis dans son salon, mais il sait pas que c'est en fonction du bon ou mauvais temps qu'on agit. Quand on a du bon temps, on fonce. Parce qu'après, là, regarde, on a du mauvais temps et on peut pas faire quoi que ce soit avec le parti avant pour le pomper l'essence qu'il y a. On va juste rappeler que si le bateau s'est cassé aussi rapidement en deux, c'est que la houle était par moment très... Oui, parce que j'ai vérifié avec plusieurs sites, et il y a le site MarineLink qui dit que ce vraquier avait double coque, que c'est pratiquement... Faut vraiment qu'il y a vraiment une grosse mauvaise temps, imprévisible, comme on dit force majeure, que ça s'est cassé, parce que normalement ça devrait tenir, parce que il est en règle avec les conventions internationales. C'est ce qu'a souligné
les patrons de Nagasaki Ships. Oui, Donc, ouais. on a, ça serait bien. Le bateau serait donc en bon état, mais reste que la partie encore ensablée et encore sur le récif. Il va falloir quand même. On a fait un appel d'offres pour avoir les gens qui ont l'expertise dans ce domaine de venir le faire. Et en général, ça finit à Gujarat, en Inde, dans les cimetières des naufrages, des navires. Ils recyclent le métal. Enfin bon, voilà. Recycler le métal et surtout, il faut désamianter aussi. Voilà, c'est un long travail et donc c'est là où il y a le commande et tout ça. Mais si vous me donnez une minute, je peux ajouter par contre où il y a un petit peu de soucis et je suis le premier à en parler, c'est l'équipage, le capitaine du bateau et le assistant capitaine et les autres équipages. Dans leur déclaration à la police, ils ont dit que ça fait 8 mois. Ça fait 8 mois qu'ils sont en mer. Ça fait 8 mois qu'ils n'ont pas l'autorisation d'aller dans un port parce que ça coûte trop cher. Et c'est là qu'on trouve ces gens-là sont exploités, maltraités et ils disent, à chaque fois, ils prennent un peu de risque pour essayer de s'approcher le plus près de la côte pour avoir un peu de Wi-Fi, pour avoir un peu d'Internet, de connexion, pour qu'ils puissent communiquer avec leurs femmes, leurs enfants, etc. Et Wakasho, c'est ce drame-là qu'il faut voir à l'international, comment ces gens-là sont sous-traités, maltraités, mal payés, exploités. C'est un scandale. Là-dessus, oui, je pense que là, les Japonais, même tous ceux qui exploitent ces bateaux de plaisance, ont quelque chose à dire parce que c'est vraiment... C'est une violation des droits de l'homme, des droits humains, quoi. Encore un drame, j'allais dire, humain, tout simplement. Un drame humain par rapport sur le Wakasho. D'accord. Alors, pour l'instant, on ne sait pas ce que va devenir l'autre partie qui est encore ensablée sur le récif. On sait qu'il faudra nettoyer les cales, vider les cales. Oui. Ça dépend du temps. C'est-à-dire, si la météo est clément, on pourra le faire. Là, la météo est trop houleuse qu'on peut pas le faire. Il faut se rappeler qu'il y a plusieurs versions et la version la plus logique a été donnée par le radar du navire et les radars, c'est que ce bateau se dirigeait vers Maurice parce qu'il y avait du mauvais temps. Et un exemple très simple, si on a une houle, on a des vagues de 10 à 12 mètres, on a du vent, des rafales, un navire sera poussé, un navire vraqué sera poussé jusqu'à 13 nœuds. Donc la réponse la plus simple, parce que je pense que les gens n'aiment pas cette réponse-là, c'est que c'est une naufrage accidentel dû au mauvais temps. Bon, après, on peut raconter ce qu'on veut. À partir de là, on peut voir même des actes de piraterie, etc. Donc, voilà. Les Mauriciens, quand ils ont ces informations-là, comment ils réagissent par rapport à ce qui a été dit, comme quoi cet équipage, ça fait des mois qu'ils n'ont pas été dans un port, qu'ils n'ont pas été sur terre. Comment ils prennent ça? Je pense qu'il y a un bon nombre de Mauriciens qui sont humains et qui se laissent pas aveugler par une histoire politique à vouloir retrouver le pouvoir par la fenêtre. Et on est comme moi, on est triste, on est révolté. Parce que moi, il y a une chose qui me scandalise, et ça, je dirais clair et net sur les autorités mauriciennes. La police a fait une enquête et sur le fondement juridique, basé sur la loi piraterie et violence maritime, ces gens-là sont arrêtés sous ce fondement-là. Mais le capitaine a bien expliqué, à un moment donné, il fêtait l'anniversaire d'un ingénieur de l'équipage. Lui, le capitaine, il a laissé la direction de ce navire à son assistant qu'il a mis sur pilotage manuel, pas automatique, à cause du mauvais temps. Et après, il a été je dirais, emballé sur ce récif. Mais pour qu'on a ce qu'on appelle mettre en danger la navigation tranquille, etc., il faut, dans la loi de piraterie, il faut un acte de violence.
Et quand il a donné à l'autre, il n'y a pas d'acte de violence. Quand il y a acte de violence, je suis d'accord, pour terroriste ou quoi que ce soit. Parce que ce fondement juridique mauricien, c'est pénalement 60 ans de prison. On va pas mettre ce capitaine parce qu'il a voulu contacter ses parents, il y avait du mauvais temps. On va pas le mettre 60 ans en prison sous une fondement qui tient pas la route. Vous voyez, il n'y a pas piraterie, il n'y a pas violence maritime. Je comprends pas pourquoi ces gens sont toujours en détention. Il faut arrêter l'enquête, il faut laisser ces gens-là rentrer chez eux. Moi, je pense que je vois pas aucun ONG s'intéresser à ça parce que ça, c'est pas vendeur. Hein. Il faut dire qu'on est dans le commerce médiatique, ONG, où ça vend, où il y a la crème qui monte, et ben on y va. Hein. On fait des lives sur live. Une question, c'est aujourd'hui le plus gros de la pollution apparemment est passé. Oui. Comment l'île Maurice, j'allais dire, se remet de ce drame qui a quand même sali, qui a quand même spolié un petit peu les Mauriciens de leur environnement. Oui, il faut aussi arrêter de mettre l'huile sur le feu. Si on regarde très bien, il y a eu que 1000 tonnes de fuel qui a été déversé. Peut-être c'est beaucoup pour l'île Maurice, mais par rapport à d'autres naufrages de ce type-là, on parle de 4500, etc. Je reviendrai tout à l'heure quand je parlerai de compensation. C'est la première limite, 1000 tonnes. Après, il y en a jusqu'à 10 000 tonnes. Donc là, est-ce que c'est pas, on dit c'est une marée noire, mais c'est pas vraiment une marée noire. Une marée noire, c'est Erika, c'est autre chose. Bon, à la proportion gardée, c'est un peu normal, hein. C'est pas parce qu'on est miraculeux, on est plus intelligent, etc. C'est un peu normal qu'on a pu tout nettoyer et le lagon retrouve sa couleur. Et bon, pour ce qui est un petit peu en profondeur, ben il y a les experts qui arrivent et il y a la science, etc. qui a évolué et je connais il y a des groupes de Français qui parlent de rémédiation et ça semble bien marcher. C'est un système de pollution. Donc, il faut dire aussi que maintenant, c'est pas comme Erika, ça va pas attendre 2, 3, 4 ans pour se refaire. Ça prendra 1 ou 2 ans, pas plus, quoi, pour vraiment remettre ça à l'état initial. Alors, on va parler compensation, comme ça on prendra le temps qu'on a besoin, après je reviendrai sur autre chose. Alors, aujourd'hui, on sait ce qui s'est passé, on sait les dégâts qui ont été causés sur les côtes mauriciennes. Qu'est-ce que propose Nagasaki pour la compensation ? Nagasaki a accepté ses torts et il a aussi accepté de donner une compensation par rapport aux lois applicables. Donc, je prends 2 minutes, je resterai un peu technique et je m'excuse. Les lois applicables dans ce cas-là, c'est des conventions internationales sur la responsabilité civile. Mais quand on parle de responsabilité civile, on a aussi un plafonnement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le poursuivre pour 1 milliard, 2 milliards. Il y a un chiffre, un plafond. Et si ça ne marche pas, si le Nagasaki était insolvable, on aurait un deuxième étape complémentaire qui s'appelle la FIPOL. C'est le fonds à indemnisation, c'est un fonds global international qu'on puisse puiser dedans. Mais le problème, c'est là qu'il faut mettre toute proportion gardée, c'est pas un pétrolier qui a coulé, c'est un vraquier. Donc ce dispositif ne marche pas. Donc on doit aller sur le dispositif encore plus bas, qui s'appelle le bunker, c'est-à-dire des vraquiers, des autres qu'un pétrolier. Donc là, en l'occurrence, un vraquier. Et juste pour préciser, quand on parle un vraquier, généralement on dit un tanker. Ouais. C'est un peu plus costaud. Là, le vraquier, parce qu'il est un peu moins, oui, voilà. Il est un peu moins large, un peu moins gros. Oui. Donc voilà, c'est pour ça normalement, c'est dans les tankers qu'on transporte Normalement le pétrole. Oui. Ça, c'était pas un transporteur, c'était des gens qui avaient du fuel pour pouvoir faire le trajet de la Chine au Brésil. C'est des fuels pour eux-mêmes, parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, ils avaient même pas le droit d'aller dans un port pour, voilà, c'est un système peut-être
antique, hein, mais bon, c'est un peu comme ça. Pour revenir à la compensation, donc il y a un deuxième convention qui s'applique uniquement à ce type de vraquier. Et là aussi, il y a un plafonnement. Et il y a un fonds d'indemnisation. Et c'est là où ça blesse, parce que le protocole de 1976, l'île Maurice l'a ratifié, mais il n'a pas ratifié le protocole 1992. Ce qui fait, au lieu d'avoir 43 millions de US dollars, comme ça a circulé sur le média mauricien, ils auront que 18 millions de dollars US. Et pourquoi 18 millions? Aussi parce qu'on prend en compte, quand on fait le calcul, la dimension du vraquier, mais plus important, le fuel qui a été déversé. Oui. Et c'est par tonnage. Et on est dans le premier niveau, 1000 tonnes déversées. Donc quand on fait tout ce calcul-là, on arrive approximativement à 18 millions US dollars. Et la question qu'on peut se poser toujours, tout de suite, est-ce que ça va être suffisant pour payer tout cela? La dépollution du... Oui, parce qu'en sachant que ce fonds, il indemnise surtout la partie économique et la partie écologique, préjudice écologique, ne sera pas... Et donc, qui va payer pour remettre ça à l'état initial? Est-ce que c'est les Mauriciens? Est-ce que c'est je ne sais qui? Un sponsor, Bill Gates, je ne sais pas. On va juste rappeler que les pêcheurs mauriciens ont manifesté il y a quelque temps, donc, parce que leur outil de travail a été cassé. Est-ce qu'ils auront droit à cet argent-là? Quelle partie? Oui, bien sûr, ils ont droit, parce que les Japonais jouent franc jeu et il n'y a pas de temps de perdre en général dans des procès comme ça. On va pas jusqu'à la fin parce que ça va aller en appel, il y en aura pour 10 ans. Donc les Japonais sont d'accord pour passer à la médiation et c'est vite réglé. Maintenant, c'est à Mauriciens de présenter leur estimation qu'ils n'ont pas encore fait et c'est à eux de demander aussi qu'on a ce qu'on appelle un paiement intérimaire, hein, intermédiaire. Après, on arrondit, etc. D'accord. Ça ira au procès ou pas? Ou alors les accords se feront sans passer par les tribunaux? Non, ça passera par médiation. J'espère que Maurice sera assez intelligent d'accepter une médiation, parce que sinon on en a pour 10 ans. Hein. Donc, oui, on sait très bien. On a vu les procès des marées noires précédentes. On sait que parfois ça prend 10 ans, 10 minimum. Deux ou trois décennies et les gens ont le temps de mourir avant de voir arriver les dédommagements. J'allais dire, est-ce que Maurice c'est déjà fait à cette idée qu'une partie de sa côte est polluée, qu'il va falloir travailler un peu plus pour nettoyer cette côte, parce que entre le Covid, cette marée noire qui pollue la côte, le tourisme en a pris un sacré coup. Comment les Mauriciens essayent de s'en sortir aujourd'hui? Je pense que là, il faut faire la synthèse entre ces deux problèmes, c'est-à-dire le Covid et la pollution. Le Covid nous empêche d'ouvrir la porte à tout le monde. Donc, on fera une ouverture, le Premier ministre l'a annoncé, graduelle. C'est-à-dire, on essaiera de faire des corridors sanitaires ou de faire des tests, des protocoles. Ce qui fait qu'on va limiter le nombre de gens qui rentrent à Maurice. Ce qui est pas plus mal, parce que on n'aura pas besoin d'utiliser la capacité hôtelière du Sud. Donc, quelque part, c'est pas aussi catastrophique vu sous cet angle. On aura le temps de remettre, parce que le Covid, il y en a pour 2 ans. Et je pense que 2 ans, on aura le temps de remettre les cotes. D'accord. 2 ans, c'est le dernier délai que s'accorde l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, en disant que l'OMS aura, entre autres, l'OMS et le monde aura besoin de 2 ans pour venir à bout de de ce coronavirus. Donc, c'est ce qui a été annoncé ce week-end, d'ailleurs, le week-end qui vient de se passer. La question, encore c'est ma dernière question, Christian Saou. Aujourd'hui, Maurice est prêt déjà à repartir? Oui, Maurice est prêt à repartir. Et suite à la visite de M. Lecornu, le ministre, je me suis dit que ces petites phrases, ces petites analyses n'étaient pas innocentes. Et donc, j'ai fait un peu de recherche. J'ai remarqué que la France veut étendre sa prise sur la mer
Et il est de deuxième puissance maritime, hein, il est son PIB après les États-Unis. Ouais. Après les États-Unis. Et il veut étendre la mer qui peut exploiter économiquement de la Réunion. Ah bah, des dom-toms, mais là parlons de la Réunion parce qu'on est dans le sang indien. Dans le sang indien. Ouais. Et ce qui fait que la mer, c'est un enjeu économique avec la route de la soie et tout ce qui va se passer. Et également le pétrole comorien dans le canal du Mozambique. Voilà. Et donc, c'est pas par hasard qu'on a un ministre dédié à la mer dans le gouvernement M. Macron. Donc là, c'est, comme j'ai souligné avec mes amis mauriciens, le ministre, il est venu faire géopolitique, hein, donc soyons pas trop dupes non plus. D'accord. On aura l'occasion de développer ça parce qu'on aura l'occasion aussi de parler de ce pétrole des Comores dans le canal de Mozambique, voir comment ça va être exploité, comment le port de la Réunion va servir aussi de base arrière. Donc, ce sera l'occasion. Juste une seconde, je rajoute un truc. En venant là, j'étais à acheter le journal près d'une buvette. Et il y a mes frères réunionnais, me dit, mais le ministre va étendre nos mers, va exploiter économiquement. Est-ce qu'il va retourner l'argent à la Réunion, il va garder là-bas? On répondra à cette question. En fait, Emmanuel Macron avait déjà posé la question en novembre 2019 en venant à la Réunion. On aura l'occasion d'y revenir. En tout cas, merci Krishna Saou. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci François. Merci Hélène. Je vous dis à bientôt.